Bonjour et bienvenue à tous à la 44e diffusion de 5e dimension. Vous vous demandez peut-être comment les Égyptiens, il y a plusieurs milliers d'années, avec des outils rudimentaires, ont bâti les pyramides. Mais vous êtes-vous jamais demandé comment et avec quels outils nos cathédrales, nos châteaux, nos monuments ont été construits? On nous dit que le premier véritable outil électrique a été inventé en 1895, lorsqu'une entreprise allemande a combiné un moteur électrique avec une perceuse manuelle. La perceuse pesait 7,5 kg et nécessitait plusieurs opérateurs. Ce n'est qu'en 1957 qu'une société appelée Bosch a commencé à concevoir des outils électriques en vrac, à la fois économiques et puissants. Alors, comment nos ancêtres historiques, un peuple primitif, sous-développé, ont-ils conçu et construit certaines des structures que nous connaissons? Qu'en est-il de toutes les gigantesques pierres monolithiques que nous voyons et qui ont été taillées avec une telle précision? Demandez-vous si vous pourriez reproduire cela aujourd'hui avec l'arsenal d'équipements dont nous disposons. Que dire des gigantesques réseaux de canaux que l'on trouve partout dans le monde? Le canal Erie en Amérique aurait été construit en 1817 et 1825. Il n'y avait pas d'ingénieurs civils en Amérique à cette époque. Les personnes chargées de planifier la construction étaient des novices, c'est ce que l'on nous dit. Le canal fait 12 mètres de large et 4 mètres de profondeur. Le canal d'Erie s'étend sur 584 km. Mais les émigrés irlandais et les animaux qui les accompagnaient ne devaient pas se contenter de creuser chaque jour. Ils ont dû abattre des centaines d'arbres en traversant la forêt vierge. Ils ont dû construire des aqueducs, ainsi que des écluses complexes et traverser l'escarpement du Niagara, un mur de calcaire dur de 24 mètres de haut. Ils ont dû utiliser de la poudre noire pour le traverser, nous dit-on, puisque la dynamite n'avait pas encore été inventée. Le canal s'étend sur 584 km et sa construction a duré 8 ans. Cela signifie qu'en moyenne, 1 kilomètre était achevé tous les 8 jours. Quel exploit! D'autant plus que les responsables étaient des novices et que les outils électriques et la dynamite n'avaient pas encore été inventés. Laissez-moi vous dire tout de suite que les pionniers des Amériques n'ont pas construit ces systèmes de canaux. Et que dire des grands et magnifiques châteaux disséminés dans notre monde? Saviez-vous que la plupart d'entre eux ont été conçus et construits sans système de plomberie ni méthode pour chauffer correctement les pièces? La royauté et les élites du passé se contentaient de survivre sans avoir accès au strict nécessaire, tant qu'ils pouvaient vivre dans le faste et le grandiose, tandis que les paysans, dans leur modeste demeure, jouissaient de la chaleur des longs hivers sombres. Je ne le pense pas. Et bien sûr, il y a l'impossibilité du grand complexe des pyramides de Gizeh. Les pyramides, nous dit-on, ont été construites quelque part autour de 2500 avant Jésus-Christ. La grande pyramide elle-même est constituée de 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit, et sa structure globale pèse 6 millions de tonnes. Les plus grosses pierres de granit pèsent entre 20 et 80 tonnes chacune. 20 tonnes représentent 20 000 kg. Ces blocs ont été taillés dans des carrières avec des ciseaux en cuivre et auraient été transportés sur une distance de 800 km. Les soi-disant experts avancent l'hypothèse selon laquelle le travail des esclaves a été considérable. Être crédule et croire au récit officiel du travail des esclaves est une chose. Mais quelqu'un peut-il expliquer comment les puits d'aération de la Grande Pyramide s'alignent si bien avec les étoiles circumpolaires? Et puis il y a les curieux cas des forts à plan en étoiles, ou de ce que les menteurs officiels du monde appellent les fortifications bastionnées. Développés à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, ces forts, nous dit-on, ont été conçus à l'époque de la poudre à canon et du canon. La conception géométrique offrait aux militaires d'une nation une protection contre les angles morts pendant les conflits. Mais bien sûr, nous savons tous que la meilleure protection pendant la guerre est de concevoir un fort avec un motif géométrique aussi précis. Un véritable historien s'est-il jamais penché sur la perfection de la géométrie ici?
Nos ancêtres primitifs ne disposaient pas de la technologie nécessaire pour voir les structures d'en haut, mais ils sont tout de même parvenus à accomplir cela. Laissez-moi rire, c'est impossible. Nous ne pourrions pas produire une géométrie aussi parfaite à cette échelle aujourd'hui. Nous avons été trompés une fois de plus. Nous avons été endoctrinés au moyen d'un faux récit historique et d'une fausse chronologie. Et comme pour le stupide modèle héliocentrique, il suffit de regarder de plus près à ce récit pour que les choses commencent à s'effondrer et que les mensonges deviennent une évidence flagrante. En raison de leurs mensonges sataniques, reconstituer une chronologie historique précise et honnête est devenu un casse-tête impossible. Le récit officiel est une boîte de Pandore qui ne nous offre que de minuscules indices, des demi-vérités et des tromperies. Les coutures de notre véritable ligne de temps historique ont été desserrées, le contenu effacé et embrouillé, avant même que nous soyons nés dans ce monde. Et c'est là que réside le problème. Comment savoir où vous allez si vous ne savez pas où vous vous trouvez en premier lieu? Mais vous voyez, l'éveil est vraiment un cadeau. Une fois éveillés, nous apprenons que les réponses ont toujours été là, juste sous nos yeux. Nous avons toujours eu davantage que ce que nous savons, mais nous avons d'abord dû retrouver la vue, avant que les choses ne commencent à se mettre en place, avant que les choses ne commencent à avoir un peu plus de sens. Ce que j'espère vous montrer est l'une des plus grandes dissimulations de tous les temps. Elle est au même niveau que le mensonge héliocentrique dans son énormité et l'impact qu'elle a sur l'humanité. Et comme je vais tenter de vous le montrer, elle est inextricable de la nature véritable de notre monde terrestre plat, et vous ne pouvez pas comprendre l'un sans comprendre l'autre. Il n'y a pas de temps à perdre, car nous devons partir à la recherche du temps perdu. Au fond, c'est une histoire de tromperie. C'est aussi une histoire de fin et de commencement, de mort et de renaissance. Et s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. En raison des tromperies et des falsifications qui sous-tendent notre récit historique, cette histoire ne peut être racontée de manière linéaire. Nous devons faire des allers-retours dans le temps afin d'en tirer quelque chose qui nous rapproche un peu plus de la vérité. Il est également impératif de comprendre qu'à l'instar de la plupart des sciences contemporaines, l'histoire en tant que discipline a été corrompue il y a longtemps. Dans sa forme la plus innocente, une grande partie du récit historique établi est une conjecture, mais dans sa forme la plus grave, il s'agit d'un ensemble de mensonges convenus, comme l'a si bien dit Napoléon. C'est entre les gens et l'environnement lui-même. Cela peut être dû à la réduction du nombre de personnes ou à la monochromie des images en noir et blanc. Mais elles nous présentent quelque chose que nous avons côtoyé toute notre vie, sans jamais y prêter attention, c'est-à-dire l'énormité et l'impossibilité de l'architecture. Lorsque nous nous engageons dans l'industrie et la pratique du tourisme, nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre et nous observons, nous absorbons tout, nous apprenons, nous écoutons tandis que l'on nous explique ce que l'on regarde et comment cela a été créé. Devant une structure comme l'Arc de Triomphe à Paris, on peut même s'exclamer « Waouh, comment ont-ils fait ça ?» Mais le moment, inextricablement lié à l'agitation de la scène, nous empêche peut-être de nous poser cette question avec sincérité. Se tenir devant une structure comme l'Arc de Triomphe, pendant que la foule prend frénétiquement des photos sur ses smartphones, rend tout cela réel. Et nous concluons, avant d'être repoussés par de nouveaux touristes, eh bien, ils ont dû le faire d'une manière ou d'une autre, parce que je suis ici et que je le regarde. Au cours de notre endoctrinement à l'école, on nous montre rarement de vieilles photographies des grandes villes disséminées dans notre monde plat. Et peut-être pour une bonne raison. Car lorsque nous marinons sur des images comme celle-ci, et que l'on nous présente la preuve visuelle d'un peuple victorien très primitif, parsemé comme des sauterelles dans l'ombre de la plus magnifique architecture, grandiose et brillante qu'un être humain puisse jamais imaginer, nous commençons à avoir des doutes. En effet, comment ont-ils construit ça?
L'Arc de Triomphe est constitué de 36 695 mètres cubes de calcaire et pèse 95 407 tonnes, soit un peu plus de 95 millions de kilos. On nous dit qu'il a fallu 12 ans pour construire l'arc géant en deux périodes différentes, de 1806 à 1814 et de 1832 à 1836. Comment ont-ils transporté cette quantité de calcaire avec les mêmes chevaux et charrettes que nous voyons sur les photographies? Regardez de plus près les 4 sculptures qui ornent chacun de ses côtés. Regardez la complexité des sculptures et le motif de l'ornementation qui encadre l'arche. Chaque section est parfaitement répétée, sans aucune déviation ou incohérence. Le premier véritable outil électrique n'a été inventé que 60 ans après l'achèvement de cette arche. On nous dit qu'elle a été fabriquée à la main. Est-ce même possible? Et puis, il y a le plafond de l'arche. Des roses immaculées sculptées en 3 dimensions, parfaites dans leur symétrie géométrique. La nuance du détail et la finesse de chaque pétale et des bordures transversales est époustouflante. Regardez le reste de Paris à cette époque. Encore une fois, une pléthore de structures incroyables, gigantesques et magnifiques. L'infrastructure de la ville est grandiose, et les gens, ainsi que leurs moyens de transport, sont primitifs, peu sophistiqués, et ne semblent pas du tout développés au point de produire une ville comme celle-ci. Les routes sont mal pavées et irrégulières. Elles sont sales et boueuses. Nous voyons également à cette époque des bâtiments dont l'architecture s'aligne sur celle des habitants, des bâtiments aux proportions difformes, moins développés et raffinés, charmants à leur manière mais grossiers dans leur utilisation du bois et du plâtre. C'est exactement le type d'architecture que l'on attend d'une génération vivant à l'ère du cheval et de la charrette, une génération ignorante des découvertes technologiques qui allaient suivre dans les années à venir. De plus, au moment de cette photographie, l'arche a environ 40 ans depuis son achèvement. Mais pouvez-vous voir à quel point certaines parties de la structure sont usées? L'altération de la pierre suggère que l'arche est beaucoup plus ancienne. Alors que nous approchons de la fin du XIXe siècle, la construction de la cathédrale Saint-Basile a commencé en 1555 et s'est achevée en 1561, soit 6 ans seulement. Elle a subi un énorme incendie en 1737 et a été restaurée pendant 20 ans. Mais regardez-la, quelle structure! Presque irréelle et ne ressemblant à aucune autre. Elle est composée de milliers de briques rouges et de tôles d'étain qui ont été façonnées pour former les dômes en oignon caractéristiques que nous voyons. Regardez de plus près la complexité des dômes. Comment ont-ils plié le métal pour atteindre une telle précision et perfection au XVIIIe siècle? Et encore une fois, s'ils avaient les compétences et le dévouement pour construire une telle merveille, pourquoi les conditions de la route sont-elles si mauvaises et couvertes de boue? Nous voyons ces incroyables structures et bâtiments partout sur les photographies du XIXe siècle. Nous avons le merveilleux palais de cristal de Londres, une structure monstrueuse avec la plus grande surface de verre jamais vue dans un bâtiment. Et tout cela construit avant que l'Angleterre n'ait une usine de fabrication de verre automatique. Nous avons la baie et le Parlement de Westminster. Nous avons l'ancien arc de Houston, construit en grès pur en 1837, et des rues non pavées et pleines de boue. Pourquoi ces gens n'ont-ils pas donné la priorité aux rues dans lesquelles ils marchaient? L'église Notre-Dame, le chef-d'œuvre de Dresde, en Allemagne, dont la splendeur complexe et opulente contraste directement avec les chariots déglingués et les charrettes tirées par des chevaux des gens en bas. Un peuple dépendant du strict nécessaire. Un peuple complètement éclipsé par sa taille et sa majesté. La bibliothèque du Parlement à Ottawa, Canada, construite sur une période de 17 ans.
Les premiers colons importants sont arrivés en 1800, et au moment de la construction, la ville comptait moins de 20 000 habitants. Une bibliothèque grandiose et majestueuse était-elle vraiment une priorité pour les colons? Pourquoi le bâtiment semble-t-il avoir été prélevé en Europe et collé au Canada? Même au début du siècle, 40 ans avant que Bosch ne fasse connaître l'outil électrique, nous avons l'ancienne gare Penn à New York. Regardez la taille de ce bâtiment, aux proportions complètement hallucinantes. Comme on peut le voir sur la photo, chaque motif octogonal sculpté sur le plafond du dôme arqué est plus grand qu'un seul être humain. Regardez les colonnes gigantesques et les détails des feuilles montantes qui décorent le sommet de chaque pilier. Et ils nous disent que cette station a pris 6 ans à construire, 6 années entières. Mais oui, bien sûr. Pourquoi sommes-nous si crédules? Même sans accès aux outils électriques modernes, aux pièces de construction de base et à la technologie des grues, nous ne pourrions pas reproduire cela aujourd'hui. Et plus important encore, nous ne reproduisons pas ce type d'architecture aujourd'hui. Les menteurs officiels de notre monde ont un terme générique pour ce type d'architecture que nous voyons en Amérique du Nord. Ils l'appellent historisme. L'historisme est un terme inventé pour décrire un style d'architecture qui est de nature revival, ou, en d'autres termes, qui copie le style d'une autre période de temps. Les grands arches et les bâtiments avec des colonnes géantes que nous voyons sont construits dans le style classique ou gréco-romain. Et les cathédrales sont construites dans les styles Renaissance et gothique de l'Europe médiévale. Les éléments de ces styles architecturaux particuliers sont caractérisés par de grandes flèches, des fenêtres cintrées, des tours, des tourelles, des dômes, des voûtes à arcades, des sculptures, d'énormes portes, des fenêtres circulaires géométriques, des colonnes, des cadrans d'horloge et des clochers. Les traces de cette architecture impensable se trouvent littéralement partout dans toutes les villes et dans le monde d'aujourd'hui. Certaines sont préservées et entretenues, comme l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. D'autres sont perdues et oubliées par le temps, comme l'Arche de Houston et l'ancienne gare Penn de New York. En tant que peuple, nous parcourons des kilomètres pour prendre nos propres photos de ces merveilles. Mais les photographes du XIXe siècle nous ont offert quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé donner à une génération future: la perspective. Nous voyons un peuple primitif sur fond d'infrastructures architecturales clairement avancées. Les historiens officiels du monde nous racontent des histoires d'évolution darwinienne et de progression entre les périodes. Les personnes qui sont venues après ont toujours été plus avancées dans leur façon de faire, affinant et redéfinissant les méthodes de la génération qui les a précédées. Si l'apogée de l'innovation et de l'industrie au XIXe siècle était encore le cheval et la charrette comme moyen de déplacement, alors, comme ces photographies nous le disent, ce style d'architecture était tout aussi impossible pour ceux qui vivaient dans les siècles précédents. Toute personne ayant une prédisposition à la réflexion et au questionnement peut immédiatement sentir, en regardant ces photographies, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, que quelque chose ne va pas avec le récit historique dominant, que quelque chose ne colle pas. Un peuple clairement incapable de construire l'architecture que l'on trouve dans ces villes. Et que faire de ces photographies? Si nous acceptons le récit et ces étranges anomalies, alors nous nous arrêtons ici et retournons à nos vies bien remplies. Mais le récit que nous avons reçu n'est pas la vérité, et nous ne devrions accepter aucun récit, aussi officiel et certifié soit-il, à moins qu'il ne soit logique. Les personnes que nous voyons sur ces photos et leurs premiers ancêtres n'auraient pas pu construire la magnifique architecture que nous voyons. C'est une impossibilité.